détails techniques à organiser. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Pour un designer, l'inspiration est une caractéristique très importante. Si l'inspiration se tarit, on est mal barré. Donc c'est pour ça que je suis très intéressé. Je pense qu'il faut que je... Problème d'ergonomie. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc 18 minutes pour refaire le monde, je trouve ça un peu court. Mais bon, bref. Mais ce que Simon et Christian ont dit par rapport à... Simon disait que je suis un peu différent du prédécesseur. Quelque part, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'en étroite présentation, et j'en remercie beaucoup les ordinateurs de ça, c'est qu'on est trois projets de... Enfin, on est dans la culture de projet. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas uniquement à étudier sur le développement durable, on travaille pour le développement durable. C'est ça, j'aime préciser ça. Donc, ceci étant dit, moi, bien sûr, je vais me distinguer dans le sens où je vous demandais de vous projeter dans plusieurs années, en 2025. Donc, si tu veux. Ben, non, je préfère. La présentation d'abord, oui, s'il vous plaît. C'est vrai que ça va être un bon truc, mais là, il faut choisir. Je pense que... Ah, d'accord. On va faire ça, je vais faire ça. Pour répondre encore là, c'est ce que je trouve assez intéressant par rapport à Simon. Donc, j'aimerais préciser que c'est un projet qui a été fait en collaboration avec un professeur de l'école de technologie supérieure de Montréal, donc M. Mathias Glaus, mais aussi avec 5 étudiants finissant de l'école de design industriel. Donc, ce sont des professionnels, enfin on disait, c'est qu'on les mettait en situation quasi réaliste, en partenariat avec des responsables, des représentants, des fabricants, et ils devaient développer des argumentaires. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, c'est un projet en train de se faire en 15 minutes, parce que 3 minutes, ça a déjà passé là. D'accord? Mais c'est important, donc c'est pas que moi. Donc moi, j'étais le leader du design, etc. Donc pareil, en inspiration, c'est toujours important aussi, comme disait Albert, très intime, Albert Einstein, vous connaissez tous, qui disait la logique vous conduira de A à B, mais l'imagination vous conduira partout. Il précisait un peu plus tard, il disait l'imagination est plus importante que le savoir est limité, alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. Et dernière citation, je ne serai pas trop abusif, mais il dit, une autre personne de M. Nongarelli qui disait être compétitif, c'est aussi penser l'inhabituel. Et quelque part, moi je trouve que le thème du colloque, inspirer le monde, quelque part c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on pense de la même façon que d'habitude, parce que ce que M. Méran a dit hier, effectivement, montrait qu'on est dans un cul-de-sac et qu'il faut penser autrement. Mais en même temps, je me disais, inspirer le monde, oui, s'inspirer du monde, M. Fortin, le maire de Bessapont en a parlé aussi, je dirais oui, certes, mais encore, faut-il préciser, en vue ou à partir d'aspirations visant un monde meilleur, équitable, plus juste, et ainsi de suite. Donc, pour moi, avant de commencer tout projet de design, c'est cette pensée-là, cette vision-là qu'on doit avoir comme prémisse. Et ensuite, d'aller faire quelque chose, en espérant, bien sûr, qu'on va améliorer la situation plutôt que de l'aggraver. Je pense que c'est un minimum de modestie qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc, en fait, le projet est parti de quoi? Donc, d'un projet, je dirais, technique. Je suis ingénieur de formation, donc moi, j'ai le droit de dire certaines choses que peut-être que vous n'aurez pas le droit de dire. Mais... Donc, j'ai une formation en génie mécanique, et l'idée, c'est qu'effectivement, donc là, c'est une invention d'un Suisse qui travaillait donc sur un véhicule autonome par magnétoglisseur. Donc simplement, c'est pas une batterie électrique, mais disons qu'il n'y a pas de batterie dans le véhicule. En fait, c'est simplement un rail souterrain qui permet d'alimenter une bobine et qui alimente des moteurs roues, etc. D'accord? Donc ça fait un véhicule léger. Et l'idée, c'est simplement donc, de pouvoir installer un réseau. Donc c'est des rails, c'est un jeu de Lego quasiment, vous montez une mètre linéaire. Et l'idée, c'est de pouvoir desservir un quartier au complet avec des petits véhicules sans chauffeur, ce qu'on appelle les véhicules autonomes. Donc, pour attirer des financiers, à la limite susciter peut-être l'intérêt d'un maire d'une ville, là c'était Lausanne en question, donc M. Saudi, avec M. Mathias Glaus, qui était à ce moment-là ingénieur et qui travaillait pour ce projet-là, donc on fait un démonstrateur, un projet pilote. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est tout simple, donc ils ont développé un système de bornes, vous voyez les boîtes ici, donc la petite boîte ici, vous voyez la forme. Donc là, bien sûr, la personne d'affaires, bien sûr, on voit notre truc là, notre travail, etc. On a une stéréotype, et là on prend un véhicule, donc vous pouvez remarquer que c'est en gros, c'est une voiturette de golf modifiée. Et bien sûr, on passe la commande, etc. Puis voilà, donc là on embarque dans le véhicule. Et
Et donc, ils ont installé un système comme ça à Lausanne, et puis donc, ça faisait des allers-retours le long du lac, etc. Et bien sûr, voyez-vous, ben, ça n'a pas séduit. Pourquoi? Parce que, quelque part, ils ont fait la démonstration que ça marchait, techniquement, dans le sens où on appuie un bouton, il y a un bien ça va. Mais ce que je aime à dire, c'est que ça marche, ça ne fonctionnait pas. La différence, c'est qu'on a oublié la considération de l'être humain, dans le sens de l'usage. C'est-à-dire, honnêtement, qui souhaiterait se montrer, se pavaner dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul, dans une voiturette de golf, tout en laissant entendre que je suis un éco-citoyen responsable. D'accord? En fait, il y a une forte connotation. Puis quelque part, je vais un peu plus loin, imaginez-vous en train de vous promener sur une calèche avec pas de chevaux devant, comme diraient les gens des îles de la Madeleine. Vous êtes automatiquement stigmatisé. On sait que vous êtes un touriste. Est-ce que vous avez le goût d'avoir l'air d'un touriste? Peut-être, mais disons cette question-là, est-ce que c'était la vision du maire de Lausanne? Grosse question à poser. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut voir là. Donc c'est l'aspect de stigmatisation qui est très important. À partir de ça, donc le designer, c'est avant de dessiner, parce que souvent on nous réduit à faire des beaux objets, et je pense qu'on ne comprend pas l'esprit du design. Donc ma mission aussi, j'ai un message, on est designer, on est des personnes responsables, et on travaille activement pour le développement durable, à partir, entre autres, d'approches co-conception. Donc à partir, en fait, des doléances du client, de dire, voilà, c'est quoi sa vision. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le terme de vision et de mission, parce que nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne vais pas vous lire ça tout de suite, mais en gros, c'est de dire, ben voilà, en 2025, j'aimerais, voilà comment je vois ma ville, comment j'aimerais que ça se passe, etc. Et donc, c'est avoir un nouveau système de transport en commun, de proximité, autonome, personnalisé et personnalisable, fonctionnant avec énergie propre, et qui agira en complémentarité avec le réseau des gens en place. Donc on ne veut pas que ce soit la panacée, jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est le projet en général. Objectif du design, ben, c'est optimiser les usages, les fonctionnalités, améliorer l'efficacité globale donc, sur le transport en commun, favoriser, attirer le monde pour les favoriser, donc à utiliser les transports en commun, réduire l'utilisation des voitures personnelles, non pas les interdire, mais les réduire, en fait, inciter et rendre évident l'usage de ce type de véhicule-là. Là, si vous voulez, on pourra en discuter plus longtemps. Ensuite, donc, de quoi on part? Donc là, je tiens à mentionner que jusqu'à présent, on n'a encore pas pris le crayon pour dessiner un véhicule. On se pose des questions, on essaye de problématiser, on essaye de comprendre mais quels sont les ingrédients de base que je vais intégrer dans le projet afin de pouvoir répondre intelligemment et de façon responsable par rapport à la contrainte qui nous était donnée. Et donc là, c'est sûr que c'est un parti pris. C'est en fonction des partenaires qui sont impliqués dans le projet. Effectivement, le projet, vous voyez là, en fait, il est caché derrière, on ne sait pas ce que c'est, mais en gros, on sait que, donc là, c'est vrai pour le fond, on a un axe ici public-privé, on a un axe individuel, transport en commun, et là, l'idée, c'est de voir par rapport à tout ce qui existe comme mode de transport aujourd'hui, comment l'approche serpentine, donc le véhicule autonome, sur le campus va se situer. Est-ce qu'il est plutôt dans le privé, dans le domaine public? Est-ce qu'il est plutôt fait pour l'individu, donc le véhicule appartiendrait à chacun des personnes, ou est-ce qu'il est plutôt transport en commun? Et on voit qu'on le situe entre les deux, etc. Mais j'aimerais simplement mentionner que là, il y a un parti pris. C'est-à-dire que volontairement, on l'a pris du côté public. Et vous verrez qu'il y a peut-être aussi intérêt à regarder ça d'un point de vue privé. Encore, après, c'est pareil. Donc là, je demandais, on regarde Montréal 2025, où est-ce qu'on est, c'est quoi les critères? Ben voilà, on dit, on rappelle une chose. Montréal est une ville UNESCO, donc il faut qu'on soit digne. Donc tout ce que les véhicules vont être là. Vous prenez les exemples de Dixie, etc. Ce sont des icônes. D'accord, dans le centre de design pour dire, ben voilà, et ça, M. Coder est fier de pouvoir se promener, M. Tremblay était fier de se promener sur Dixie, etc. pour dire, ça c'est nous. Montréal est bien intelligente, vous savez qu'il y a cette volonté à moyen terme de justement de tout équiper, donc l'implantation ville intelligente avec tout ce que ça peut vouloir dire en termes d'aide à la décision, d'automatisation des choses, et bien sûr, ville, développement durable. Donc vous voyez, ça c'est les environnements ou l'écosystème dans lequel le véhicule ou le service de véhicule devra s'intégrer. Il faut qu'il soit cohérent par rapport à ça, sinon il va être rejeté. D'accord? Je n'inclus pas la sur le côté physique, le côté social, le côté culturel, le côté technique, le côté économique. Bien sûr, la question qu'on a posée, oui mais combien ça coûte? On nous l'a posée. Je n'ai pas la réponse, non, posez-la moi pas. Donc, j'ai été répondu. Pareil, encore là, cette histoire des images, simplement pour schématiquement, en fait, ce qu'on doit essayer de faire, c'est de faire comprendre aux partenaires comment on a traduit leur image, leur vision, en termes de design, etc., pour surtout voir en quoi cet objet-là, ce produit-là, va répondre à tous les aspects, les principaux aspects du projet. Donc, c'est quoi Montréal 2025? Donc, et qu'est-ce qu'on vise?
Donc on a dit améliorer la mobilité en temps réel, donc éviter les temps d'attente, parce que souvent c'est une critique majeure qu'on a par rapport au transport en commun, c'est qu'on attend, puis on sait où ça vient, et puis tout ça, et puis moi j'en prends ma voiture parce que j'ai raté le dernier train, etc. Donc c'est comment en fait comment rendre naturel un geste qui pour moi citoyen, et on ne se pose pas de soucis, la voiture elle est à notre service, c'est pas nous qui sommes à leur service. Encore là, je vais faire comme mon homologue, j'ai plein de choses à dire là-dessus, mais je ne pourrais pas le faire. De toute façon, j'ai beaucoup moins de temps que lui, et j'ai pas le même temps non plus. D'accord? Mais ce qui est important, mais aussi, c'est de voir aussi par rapport à l'industrie. Montréal, quand même, c'est une ville multiculturelle qui mise sur l'aspect innovation, Ubisoft, et ainsi de suite. Donc, tous ces aspects-là, on est dans ce temps-là. Je vais simplement pour vous montrer à quel point la complexité, en fait, tous les critères de conception qu'on doit envisager quand on pense à un véhicule, mais n'importe quel type de véhicule. Donc là, je m'en excuse, là, mais l'idée, c'est, vous voyez, c'est l'aspect sécurité, accessibilité, le milieu, technologie. Ça, c'est, peu importe le véhicule, il devra répondre à ces normes-là. Ensuite, vous avez le côté usage. Donc, au niveau du véhicule, du transport, d'efficacité, vous avez interaction. Comment je vais rentrer en dialogue avec le véhicule en fonction de qui je suis comme usager? Est-ce que je suis un jeune, un vieux? Excusez-moi, c'est pas politiquement correct. Moi, un jeune. Est-ce que je suis un homme, une femme? Est-ce que je suis, donc sociodémographiquement, c'est tous ces aspects-là. Est-ce que je suis un analphabète du téléphone cellulaire ou est-ce que je suis un branché, un crack, etc. Tout ça, pour moi, en tant que concepteur de produit, je m'en fiche, n'importe qui est censé pouvoir entrer dans le véhicule et l'utiliser. Enfin, ça, c'est l'esprit, c'est l'ambition qu'on se donne par rapport à ça. Après, regardez, ici, c'est toujours important aussi, comprenez, quand on regarde un objet, on va toujours voir comment, en fait, le produit, on l'a décrit précédemment, mais aussi l'individu. Quels sont les types d'usagers visés? Est-ce qu'on en vise en particulier? Au contraire, on se veut généraliste, on veut que ça soit universel. C'est pas le produit qui va le dire. C'est nous, en tant que concepteurs, ou c'est les partenaires qui vont dire non, non, moi je veux un produit universel, ok, on doit y répondre. Est-ce qu'il veut quelque chose de ciblé pour les jeunes? On va y répondre par rapport à ça, parce que chaque véhicule est indépendant, enfin, on peut jouer avec ça, et les milieux aussi. Le 2025, ce ne sera pas ce qui se passe aujourd'hui, puis ce ne sera pas forcément ce qui va se passer en 2050. Tout ça, on doit l'anticiper avant même d'avoir commencé à dessiner une structure, mais vous allez voir, rassurez-vous, parce qu'en plus, ce qui se passe aussi, c'est que quand on regarde des produits seuls, quand on regarde un individu seul, quand on regarde un milieu seul, ça marche. Dès qu'on le met ensemble, des fois, on va apparaître des contradictions. Et là, on dit, bon, allez, il faut trouver une solution, parce qu'on ne peut pas les échapper, etc. Donc, on a vu, et c'est parce qu'on l'a vu qu'on a vu sur le tapis pour Dieu. On doit le confronter et voir qu'est-ce qui se passe. Voir est-ce qu'on recommence l'itération de projet. Et là, regardez, là, c'est là où on commence à nous reconnaître en termes de designer. C'est sûr que le fait de pouvoir dessiner rapidement des situations, ce qu'on appelle des storyboards ou des scénarisations, pour simuler des choses. Par exemple, là, on dit, bah, voilà, le genre d'utilisation, une personne qui est au travail a une réunion, donc plutôt que de descendre au sous-sol, reprendre sa voiture et puis traverser la ville pour aller à cette rencontre-là, seul ou en groupe, ben voilà, il commande en fait son véhicule, la chose, donc lui dit ok, il y aura un véhicule qui va vous attendre, il y aura tel numéro, de toute façon il va vous reconnaître, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez tellement de personnes d'affaires exilants, etc., donc vous continuez à travailler et vous rendez là sans truc. Après ici, je ne sais pas si vous voyez, parce que moi c'est une illustration que j'ai exigée de la part de mes étudiants, c'est l'enjeu de la sécurité, ce sont des véhicules autonomes, il n'y a pas de chauffeur. La question de sécurité, sentiment, est-ce que j'embarque dedans ou pas? Puis qu'est-ce qui m'assure qu'une fois que je serai dedans, là, je ne serai pas prisonnière de quelque chose. Et donc là, j'ai demandé, donc voilà, ici, donc là, pour ceux du fond, donc Benfi, donc c'est une personne âgée avec cette petite course rouge, bien en évidence. Et là, ici, vous avez 3 énergies humaines, genre orange mécanique, qui attendent que je m'arrête. Est-ce que j'ai besoin de m'étendre sur ce sujet-là pour comprendre l'enjeu? Est-ce que cette personne-là autorise ces gens-là à embarquer ou pas? Peut-être que si c'est la soirée d'Halloween, peut-être. Mais en dehors de cette session-là, moi, tant qu'à elle, je n'en ai pas. La question de l'accessibilité, effectivement, c'est fascinant de voir à quel point les transports en commun sont stigmatisants. Bien sûr, on pense tout de suite aux personnes handicapées, donc chaises roulantes, etc. Oui, mais les familles donc, qui ont un enfant de 3 ans qui court devant la poussette, et puis l'autre qui est là, et que l'enfant de 3 ans court parce qu'il pense que sa maman joue avec lui parce qu'à courir, alors que non, il a peur que l'enfant tombe dans le métro. Ça, il ne comprend pas, ces aspects-là. Les personnes âgées, et ainsi de suite. Donc, aspect aussi, bien sûr, complémentarité, oui, un véhicule, mais ça peut être une flotte, dans le sens, comme c'est l'intelligence, ils peuvent se transformer en train, parce que ça peut être aussi un transport scolaire. J'ai jamais dit que ça pouvait pas être un transport scolaire, dans le sens que tout d'un coup, par un certain code, un code couleur, moi je mets couleur jaune, automatiquement, c'est associé au truc là, et ainsi de suite. Et donc, ouais, avant même l'interaction, de technologie, études d'aménagement, puis après on commence tranquillement sur l'aspect,
matérialisation, on passe en 3D. Pareil ici, développement d'interface, la logique, comment simplifier la vie, surtout comment ne pas décourager les gens à oser commander une chose là. Aussi, l'employé par rapport à mes conditions physiques, est-ce que je suis handicapé, personne avec déficience visuelle par exemple, est-ce que je peux grossir, etc. Aussi, la commande, comment faire le suivi, comment m'assurer que le véhicule sent bien, etc. Regardez, donc là, on va apparaître tranquillement l'objet, l'aspect, donc quand je vous parle ici, après c'est des scénarisations, vous voyez, là, en fonction de la couleur des teintes de roue, mais aussi peut-être accessoirement de genre à la limite des façades, etc. On pourrait déterminer si c'est un train qui s'en va vers, qui va en direction du train ou va en direction du centre-ville, et ainsi de suite. Et donc, pareil, donc là, l'idéation, parce que vous vous rendez compte que si je prends ici, vous voyez, c'est l'allure ici, on est d'accord, là on est plutôt dans le truc techno. Si, ça peut, dans le sens, c'est sûr que si on est à Québec, à la ville de Québec, c'est sûr que ça ne passera pas parce qu'on va dire c'est quoi ça, c'est un truc spatial. Par contre, si je suis dans une ville par exemple asiatique, je suis à Tokyo, je suis à tout ça, où le côté technique est très valorisé, là ça peut être un projet parfaitement intégré par rapport à ça. D'accord, donc là ici tranquillement, parce que le temps passe, donc là c'est pour vous montrer qu'à quel point toute idéation, puis c'est important, la forme est très importante, la lecture, est-ce que je comprends le véhicule, comment je rentre dedans, comment je sors, et ça des fois c'est un détail qui fait que je le comprends, que je le comprends pas. D'accord. Et donc vous voyez, donc là, et après on le met en situation. Et donc là je vais vous poser une question, est-ce que vous avez le même sentiment quand vous voyez ces véhicules-là, est-ce que vous avez le même sentiment que la première diapositive que je présentais avec une voiturette de golf? Dans quel véhicule vous préfériez embarquer? Dans un de ceux-là, je ne suis pas du tout biaisé. Ou la voiturette de golf. D'accord? Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Terminé, et puis c'est toujours l'idée, il y a Bruno Latour qui disait « Un projet n'est pas bon en soi. Il est bon parce que les gens y croient. » Parce que ça, je reviens avec la thématique inspirée du truc-là. Et aussi, il dit que la trajectoire d'un projet ne dépend pas du contexte, mais des gens porteurs du travail de mise en contexte. C'est-à-dire que, en fait, souvent la raison pour laquelle un projet marche ou ne marche pas, c'est parce qu'à un moment donné, souvent, et on en a parlé hier, monsieur le maire aussi en a parlé hier, il faut des leaders, il faut qu'on y croit, etc. Mais ce n'est pas l'objet en soi qui est bon ou qui n'est pas bon. Parce qu'en fait, même s'il n'est pas parfait, si les gens y croient, ils vont accepter de passer par-dessus ça, des détails. D'accord? Donc écoutez, ben voilà, est-ce que tu pourrais lancer la vidéo? Donc là, j'ai une terre, et je vous envoie donc, Back to the Future, mais là c'est pour l'avant. Et donc c'est simplement, c'est un exercice, c'est pour démontrer un projet. Donc il va illustrer, donc c'est un travail qui a été fait dans la dernière semaine. Donc vous voyez, donc là, voulez-vous que je me taise? Il n'y a pas de son, mais je pense que toutes ces images, c'est déjà très bien. Parce que c'est vachement important, je pense que je dois faire des rapportations de décembre. Oui, l'idée, donc on fait un confort d'un train. Reconnaissance aussi, et sans contact, pour éviter tout ce qui est propagation de maladies. Oui, ces aspects-là de santé, d'hygiène, peuvent être très importants. J'ai présenté ce projet-là lundi au ministère du Développement durable, et il y avait une dame qui dit, écoutez, mon mari, moi, il a allergie, s'il touche un poteau inox dans un truc-là, il tombe malade, vous l'envoie à l'hôpital. Donc on a déjà son plan, mais dans son pays, c'est des problèmes. Oui, l'idée, il prend le départ, et même au niveau ça. Projection sur ça, là, on sait où on s'en va, on sait le nombre de places qui restent. On sait la trajectoire, capacité dans l'intégration des personnes handicapées, en chaise roulante, mobilité réduite, mettez les personnes âgées avec des marchettes, elles se sentent tout à fait à l'aise là-dedans, tout à fait en sécurité. Dans la mesure où elles ont la question de passage, normalement on a vu qu'il n'y a pas de chauffeur, c'est sûr et certain. Tout système de sécurité, total dans la vie, à la limite on pourrait aussi mettre des panneaux solaires par-dessus ça, des caméras bien sûr pour surveiller. Ça amène aussi en même temps quand on parle de vie intelligente la question éthique, parce que là on est surveillé, on est contrôlé jusqu'où on va. Ça c'est plein de questions que j'ai. Vous voyez ici l'aspect commande, donc là je sais qu'il reste 3 places disponibles, il y en a qui vont faire de placer sur le bus, et ainsi de suite. Donc, entre guillemets, ce qu'on appelle intelligence, dans le bon sens du terme, je trouve que c'est une bonne façon. Et alors si pareil, quand j'ai commandé, la machine pour pas commander mon téléphone reconnaît automatiquement les cas. Je suis certain de ne pas me tromper. Alors, de toute façon, si je me trompe, il me laisse pas rentrer. Voilà. Donc simplement de rappeler que les partenaires de Montréal, le PS et le CIROD, donc je vais vendre le CIROD.
mot opérationnalisation. Il est très important pour moi dans ma recherche. Voilà, s'il y a des questions, je suis de tout oui. Les deux premières mains levées qui s'adressent probablement à M. Leconin. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, je vais laisser les gens intervenir, commenter, et les trois conférenciers auront l'opportunité de répondre. Pour cette étape-ci, je vais transférer l'animation à notre rapporteur, Steve Théry, de l'Université Laval. Mais juste avant que je vous dise, une main ici, une main là-bas. Allez, monsieur. Pour M. Leconin, est-ce que vous avez évalué la possibilité de contourner le problème de finalage pour la prise de possession du véhicule? Oui, mais tout ça, c'est des... comment dire est-ce qu'on n'a pas... Pour répondre honnêtement, on n'a pas la solution. Par contre, on a vu le problème. Maintenant, il faut s'adresser à des experts en termes de... justement, parce que, bon, Montréal, le CIROD aussi est associé, puis l'Université de Montréal, avec l'école polytechnique, il y a un méga centre qui est en train de développer. Il faut savoir que Montréal est très réputé pour tout ce qui est intelligence, d'accord, au niveau de programmation, des systèmes du contrôle des flottes aériennes, etc. Ils ont des centres, donc ils sont réputés mondialement. Ça peut être un problème? Bien sûr, c'est un problème, parce que ne serait-ce que, par exemple, imaginons, vous voyez les petites dames âgées qui étaient là-dedans. Il y a quelqu'un qui se fait agresser, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ou même, j'ai moins dramatique, vandalisme. D'accord, il y a un événement, les gens sont un petit peu éméchés, etc. Le vandalisme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les enferme dedans, on attend la police? Ou est-ce qu'on fait tout pour les faire sortir au plus à camp pour qu'ils, excusez-moi le terme, pour éviter qu'ils font un dommagement? Tout ça, c'est pour ça que dans le design, il faut penser le bon côté, le bon usage, mais il faut aussi surtout penser au mauvais usage. Soit pour des raisons, dans le sens qui ont été volontaires, dans le sens, pour moi, le vandalisme, c'est vrai, mais des fois, c'est par inadvertance. Je me suis trompé, je pensais bien faire et j'ai ça. Donc, et il peut y avoir blessure. Donc, qui est responsable de ça? Ça, c'est des aspects qu'on doit considérer, mais la réponse, dans le sens technique, je ne l'ai pas. Mais la question a été posée, ça fait partie des critères de conception, parce qu'il suffit d'avoir... Regardez l'exemple de la voiture automobile Google. Il suffit d'avoir un accident. Et là, il y a eu un accident, ça fait toute la vraie, parce que la confiance a descendu. Mais imaginons, là, c'est pas arrivé, qu'il est mort de personne. Regardez là, vous allez avoir une grosse pente. Actuellement, les véhicules autonomes sont fiables à 99%, mais c'est le 1% qui manque qui fait que les gens hésitent. Ça pourrait être 1% des gens riches comme les accidents. C'est Darwin, ça? C'est sélection naturelle, c'est ça? J'avais une question. Juste pour dire que je pense que ça passe pas à Québec, les taxis plus verts de son offert. Oui. Mais c'est juste la question aussi, tous les radars routiers. Le gouvernement, ils ne font plus d'argent avec ça parce que ça va rouler à la bonne vitesse. Oui. Donc, on va faire quoi avec nos policiers qui viennent nos radars? Mais ça va coûter moins cher, donc on va faire de l'argent, etc. Est-ce qu'on va boire de l'alcool aussi? Ça serait magnifique. Non, mais tout ça. Oui, mais à la limite, après, parce que moi, c'est fini, là, vous voyez, on aborde questions éthiques, morales, etc. Je vais poser, parce que vous avez vu la solution que là, le hasard qu'on a pris, parce qu'il y avait une version privée. La version que vous avez vue, c'est l'implantation, c'est dans un contexte distrait avec le TOD. Donc là, en gros, c'est une grosse compagnie nationale qui dit, regardez, moi je veux ce véhicule-là, ça marche. Il va assurer, parce qu'il va assurer le suivi d'entretien, etc. Imaginez, l'autre scénario, c'était plutôt centre-ville de Montréal. Donc, qui dit centre-ville de Montréal, on va dire, a priori, on pense transport public, donc STM. Okay. La voiture doit être entretenue. Elle va où? Dans les garages des existants. Oui, mais les personnes d'entretien des véhicules, de ce véhicule-là, seront aussi les mêmes personnes qui vont entretenir les autobus avec chauffeur. Et à Québec, de ce que j'ai entendu, parce que lundi, j'ai présenté ce projet-là, et j'ai eu des échos qui m'ont un peu surpris. Dans le sens de l'initiative des véhicules électriques, il y a eu du sabotage là-dedans. Donc, ce n'est pas les batteries qui sont défectueuses. On va dire que c'est le chauffeur qui hésite entre l'accélérateur et le frein, puis dans le bout, il appuie sur les deux. C'est une façon diplomatique de dire la chose. Alors, mais par contre, je n'ai pas compris le pourquoi ils font ça. Honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi. Non, je n'ai pas compris. Ah, ouais. Mais pour dire que c'est un échec, je ne suis pas certain, parce que si M. Labom y croit, il va l'implanter. Il peut l'implanter. Dépendant ou pas forcément. Ah, par exemple, c'est ça. Ça peut être. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Un objet. Je ne sais pas si vous connaissez Adam Smith, il disait à travers ce chat d'aiguille, je vois toute l'industrie anglaise. Alors, sûr, les étudiants me regardent, franchement, t'exagères, avant qu'ils comprennent la métaphore. Dans le sens, c'est parce que l'industrie anglaise de la sidérurgie était tellement puissante qu'ils étaient capables de faire automatiquement des petits trous dans une tige de métal
donc produire en grande quantité. Et c'est parce qu'ils avaient une maîtrise assez forte donc, de l'acier à ce moment-là. Donc l'objet, il cristallise des rapports sociaux qui changent les dynamiques, mais qui eux-mêmes créent en fait aussi des changements d'attitude, etc. C'est pour ça que les diapositives, l'acteur fait le projet qui fait l'acteur. On est dans une boucle comme ça. Il y a quand même un gros paradoxe parce qu'en même temps, le but c'est d'améliorer la vie, voilà, la liberté des gens, la sécurité, mais en même temps, ça enlève plein d'emplois, ça enlève un aspect humain. Quand tu prends un taxi, tu discutes avec le mec, je veux dire, la machine, elle ne va pas te... Oui, mais par contre, si, j'aime pas opposer ce discours-là parce que je suis pas économiste, mais le marché, c'est parce que c'est l'usage complètement différent. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas les gens, parce qu'imaginons une personne qui n'a pas confiance à cet objet a toujours le droit de prendre le taxi. Par contre, on lui offre une alternative autre que de prendre sa propre voiture. Donc on désengorge un tout petit peu le centre-ville. C'est notre prétention. Maintenant, nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire une phase 2 du projet, puis d'aller plus loin pour prouver au doute en éco-conception, analyse cycle de vie, analyse cycle social, méthode de chiffrer. Là, on nous a demandé de rêver et de montrer que c'était possible, que la technologie pouvait être viable à moyen terme. Merci.